Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, on va faire un petit focus pour l'épreuve de spécialité maths de demain ou d'après-demain, lundi ou mardi 20 ou 21 mars. Petit focus sur un exercice qui va peut-être tomber, enfin en tout cas qui est en train de revenir, on a l'impression un peu à la mode. C'est l'exercice vrai-faux, c'est-à-dire il y a des affirmations et puis il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux avec justification. Et là, c'est la grande surprise de cette année en Polynésie et en centre étranger. Eh bien, on a vu le retour de ces exercices qui avaient été mis en place dans les années 2010, 2015, tout ça, de temps en temps dans certains sujets. Il y avait des affirmations ou des QCM avec justification. Mais l'an dernier, on avait cru que le modèle qui allait être retenu, c'était celui des anciens bacs ES, c'est-à-dire des QCM sans justification. L'an dernier, dans tous les sujets de tous les centres d'examen, il y a eu des QCM sans justification. Il y en a eu encore cette année dans les jours 1 et jour 2 et jour 1 respectivement de centres étrangers et de Polynésie. Donc voilà, on pourrait aussi avoir peut-être ce genre d'exercice QCM sans justification, alors qui ne se traite pas du tout de la même façon que ce qu'on va voir, les affirmations à justifier. Et donc là, c'est une surprise de revoir ces affirmations qui reviennent, et ça c'est des vraies mathématiques, c'est-à-dire qu'il va falloir prouver les choses et non pas se contenter d'aller bidouiller un peu la calculatrice et de voir quoi, il y a l'air d'y avoir une asymptote, ou là il y a l'air d'y avoir une limite, ouais, ça a l'air de tendre vers 2, donc je vais répondre que ça tend vers 2, pas de problème. Non, attention, retour des vraies maths, donc peut-être pour vous demain ou mardi. Affirmation vrai-faux. On va tout de suite regarder un exemple qui est celui de Polynésie du jour 2, c'est-à-dire le 14 mars, avec quelques affirmations, il y en avait 5, puis c'est sur 5 points. Et puis pour chaque affirmation, il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et la première, c'était une suite dont on vous donnait l'expression explicite, un en fonction de n, voilà, une suite définie sur grand N, et puis on vous disait, celle-là, elle est bornée. Ok, mais comment je me comporte, moi, quand on me dit que c'est un vrai faux et que je dois justifier? Alors la première chose à faire, je pense, pour vous, même si c'est avec justification, c'est bien sûr de s'aider de la calculatrice. C'est hyper important d'utiliser cet outil auquel vous avez droit, qui est la calculatrice, et d'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser, et bien sûr, vous n'allez pas pouvoir, ça ne va pas vous suffire pour répondre à la question, mais ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle une conjecture. C'est-à-dire, cette suite-là, quand je la saisis sur ma calculatrice, et vous savez tous faire, voilà, si vous avez une Numwork, c'est dans le menu Suite, si vous avez une Casio, c'est dans le menu Récure, etc. Voilà, maintenant ça change de nom, je ne sais plus, mais en tout cas, vous avez tous la possibilité sur vos calculatrices de lycée de saisir une telle suite explicite et de demander un tableau de valeurs ou bien un nuage de points graphiquement, vous verrez les points apparaître, et puis là, vous pouvez faire une conjecture. Oui, il semblerait que quand je saisis cette suite sur ma calculatrice, tableau de valeurs ou graphique, j'ai l'impression qu'elle est bornée. Pourquoi? Alors, bien sûr, il faut connaître la définition, une suite bornée, ça veut dire que, voilà, on imagine ce que ça veut dire, elle est bornée, c'est-à-dire qu'il y a des bornes, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dépasser une certaine valeur par le haut et puis par le bas. En des termes plus mathématiques, on va dire qu'en fait pour tout n, il existe un petit m et puis un grand m tel que un sera compris entre ce petit m et ce grand m. Ça s'appelle un minorant, ça s'appelle un majorant. C'est pas unique, voilà, il peut y en avoir plein. Et voilà, si j'arrive à montrer ça pour tout n, j'aurais réussi à montrer que la suite est bornée. Voilà. Donc, d'accord, très bien. Ça a l'air borné, pourquoi? Parce que quand je prends mon tableau de valeur, je vois que là, ça va jamais être inférieur à -1 ou -1,5, ou je sais plus, et puis là, ça va jamais être supérieur à 1. Donc on a envie de dire, oui, elle a l'air bornée. Donc il faut s'aider de cette conjecture parce que ça va nous guider et nous faire comprendre que si elle a l'air bornée, eh bien la question ne devient plus affirmation vrai-faux, mais la question devient montrer que la suite est bornée. Voilà, là je pense que ça va être borné. Donc il va falloir, malheureusement, je dirais, que je le prouve. Voilà, alors comment prouver qu'une suite est bornée? Eh bien c'est de réussir à avoir un encadrement de ce type-là. Et donc pour avoir un encadrement, là, il faut se rappeler des réflexes quand on a du -1 puissance n, ou bien quand on a du cosinus n ou du sinus n. Le réflexe, c'est celui justement de l'encadrement. Vous savez tous que -1 puissance n, eh bien c'est compris entre -1 et 1 pour tout n. Si on avait du cosinus ou du sinus, même chose. Voilà. Ça c'est toujours vrai, bien sûr, -1 puissance n, ça fait -1 ou 1. Donc -1, 1, -1, 1, -1, 1, ça c'est toujours compris entre -1 et 1, bien sûr. Pareil pour le cosinus, pareil pour le sinus. Il faut vraiment penser à ça. Pensez par exemple à ce que vous faites quand vous devez trouver la limite de certaines suites qui ont justement du -1 puissance n, du cos n. Mais on sait qu'on va utiliser le théorème des gendarmes et qu'on doit commencer par ça. Ok, maintenant il faut quand même que je fasse apparaître ma division par n plus 1. Je la fais apparaître tranquillement, parce que n plus 1 c'est positif, strictement, ça s'annule jamais. Donc je vais pouvoir diviser par n plus 1
ici, ici et ici, partout dans l'encadrement, d'accord, à gauche, au milieu, à droite, sans problème, sans changement de sens des inégalités, parce que je suis en train de diviser par un nombre strictement positif. Donc j'obtiens moins 1 sur n plus 1, moins 1 puissance n sur n plus 1, et puis 1 sur n plus 1. Et puis, en fait, je me dis, mais ça doit certainement marcher, parce que, on se rappelle, on a dit borné, ça veut dire que je peux encadrer chaque terme un entre deux valeurs que je vais appeler minorant et majorant, et qui seront des constantes. Mais là, ça a l'air bien parti, parce que là, j'ai un encadrement. Alors, est-ce que je m'arrête là? Non, malheureusement, parce qu'on l'a dit, il faut que ce soit des constantes ici, à gauche et à droite. Donc, moi, j'aimerais bien avoir ici une constante et avoir ici une constante. Voilà, donc... il va falloir que je les trouve, mais la grosse différence entre ce que j'avais au début, ça, et puis ces deux côtés de mon encadrement, c'est que maintenant j'ai plus ce moins 1 puissance n qui est un peu gênant, donc ça veut dire qu'il va falloir maintenant que je me focalise sur ces suites. Mais ces suites, je les connais bien. Ouais, je les connais bien. Elles ressemblent beaucoup à 1 sur n. Alors oui, il y a 1 sur n plus 1. Je peux m'aider là encore de la calculatrice pour essayer de comprendre leur comportement. À 1 sur n plus 1, il y a moins 1 sur n plus 1, alors que ça va être deux suites opposées. 1 sur n plus 1, ça ressemble beaucoup à 1 sur n, donc j'ai envie de dire, 1 sur n, vous la connaissez, c'est une suite qui est décroissante, d'accord, décroissante. Donc 1 sur n plus 1, on dit, il y a de grandes chances pour qu'elle soit décroissante aussi, celle-ci. Alors malheureusement, il faudrait peut-être le prouver, parce qu'elle n'est pas explicitement dans le cours, mais là, vous dites, oh là, mais je vais mettre beaucoup de temps à prouver tout ça, c'est un peu fatigant. Bon, on se rappelle que si on a besoin de montrer qu'une suite est décroissante, on calcule un plus 1 moins un, on étudie son signe, et puis on va y arriver, d'accord. Là, voilà, ça prend un peu de temps, et puis, bien quand même, mais... Pourquoi il me demande de montrer que la suite est décroissante? Pourquoi bien? Moi, ce que j'aimerais bien ici, comme je veux, je le répète, un encadrement pour un, qui est là, qui est au milieu, moi j'ai envie d'avoir ici une constante, et ici aussi une constante. Voilà, comme ça me prouvera que la suite elle est bornée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'aimerais beaucoup pouvoir prolonger mon inégalité, ici, avec une constante. Et ici aussi, pouvoir la prolonger avec une constante. Et donc j'aimerais bien, pour ce faire, que ma suite 1 sur n plus 1, elle soit décroissante, comme ça elle serait majorée par son premier terme, ce serait quand même super sympa. Voilà, si j'y arrive, j'ai fini. Et en effet, 1 sur n plus 1, c'est une suite décroissante, comme 1 sur n. Si je calcule vn plus 1 moins un, enfin vn plus 1 moins vn plus 1 moins vn, si je l'appelle vn cette suite, j'obtiendrai 1 sur n plus 2 moins 1 sur n plus 1, et puis ça va être toujours négatif. Donc ça va être majoré, ça va être toujours plus petit que le premier terme de cette suite qui est 1 sur 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Voilà. Si j'appelle cette suite Vn, Vn pour tout n, c'est plus petit que V0 qui vaut 1. Et de l'autre côté, comme c'est la suite opposée, même chose, mais avec un signe moins. Elle va être bien sûr croissante cette suite. Je multiplie tous les termes par moins 1, donc, par rapport à celle-ci, donc je vais avoir une suite croissante, ça veut dire qu'elle va être minorée par son premier terme qui est moins 1. Ben, regardez ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu le fait que ma suite un, pour tout n, elle est comprise entre moins 1 et 1. C'est donc une suite bornée. Bon, ce qui a été compliqué, c'est de passer par la décroissance de cette suite, la croissance de cette suite, un peu compliqué. Mais, de manière plus générale, vous voulez montrer un encadrement, aidez-vous de la calculatrice, bien de majoration ou de minoration. Vous pouvez vous aider de la calculatrice, faire une conjecture. Ah tiens, il semblerait que tous mes un soient inférieurs à 1 ou à 2. Et puis ensuite, vous avez un autre outil, au cas où, il faut y penser, on ne sait jamais. C'est la récurrence, parce que montrer que un est inférieur à 2 pour tout n, ça vous fait penser peut-être à des questions type récurrence. Alors bien sûr, là, ce ne serait pas adapté pour cette suite-là, mais je préfère anticiper et vous dire toutes les techniques qu'on pourrait avoir utilisées si on voulait montrer une majoration, une minoration ou le fait qu'une suite est bornée. Voilà pour cette question. Okay, on a compris que dans cette question, comme ça avait l'air vrai, il fallait le prouver, c'était vrai. Okay, la deuxième question est très différente. Regardez l'affirmation 2. L'affirmation 2, ça a l'air d'être ça ressemble à un théorème de Cour en fait. Je l'écris. Affirmation 2, c'est toute suite bornée. C'est ça, hein, toute suite bornée et convergente. Voilà, ça va être une phrase très compliquée, ça, tout de suite bornée et convergente. Pareil, quand on voit ça, on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça me fait beaucoup penser à un théorème de Cour, tout de suite bornée et convergente. Mais alors, est-ce que c'est vraiment un théorème de Cour tel que je l'ai appris rigoureusement, avec les mêmes conditions? Est-ce que c'est juste borné, ça suffit pour que ça soit convergent? Voilà, alors là, je vais vous dire un truc, quand ça ressemble à un théorème de Cour, mais que c'en est pas un, c'est que certainement c'est faux. Voilà. Et je vais vous dire aussi un truc, c'est que vous avez de la chance quand les affirmations sont fausses, parce que c'est beaucoup plus facile de prouver qu'une affirmation est fausse
que de prouver qu'une affirmation est vraie. Si ce truc-là a l'air faux, parce que vous dites, oh là là, ça ressemble à un théorème de Cour, mais pas tout à fait, parce que moi je connais plutôt une suite croissante et majorée, par exemple, ça je sais que ça converge. Une suite décroissante et minorée, ça aussi je sais que ça converge, mais bornée, tout court... Alors si elle est bornée et croissante, oui, je sais qu'elle converge, parce que je peux utiliser donc le théorème de convergence monotone. Mais là, je vois pas trop, ça ressemble mais pas trop, donc j'ai envie de dire, je me dis, oh, ça doit être faux. Alors si c'est faux, il faut que je trouve un contre-exemple. Voilà. Et c'est en ça que c'est beaucoup plus facile de montrer qu'une affirmation est fausse plutôt que vraie. L'utilisation des contre-exemples, c'est bien d'avoir un petit panel de suites ou de fonctions qui va pouvoir vous servir de contre-exemple. Et si on n'en a pas, on se dit, mais je peux peut-être utiliser tout ce que j'ai fait sur ma copie dans les exercices précédents. On ne sait jamais, peut-être que vous en avez vu une suite bornée dans l'exercice précédent. Tiens, mais justement, juste avant, on avait une suite bornée. Ouais, moins 1 puissance n sur n plus 1. On a dit qu'elle était bornée, justement, on pourrait peut-être aller voir. Ça nous fournirait peut-être un contre-exemple. Celle-là, moins 1 puissance n sur n plus 1, ce serait sympa. On vient juste de dire qu'elle est bornée, peut-être qu'il y a un lien entre les deux questions. Alors comment ça se fait, ça ? On a eu l'encadrement tout à l'heure, moins 1 sur n plus 1. Ici, on a eu 1 sur n plus 1. Si on veut montrer que c'est convergent ou pas, on pense très fort au théorème des gendarmes. Ok. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc on se dit, ok, mon exemple, malheureusement, c'est pas un contre-exemple. Parce que d'après le théorème des gendarmes, ça aussi, ça tend vers 0. Donc ça converge. Donc pour l'instant, ça, avec mon exemple, ça a l'air vrai. Mince. Et pourtant, je disais, ça ressemble à un théorème, mais ça n'en est pas tout à fait un, donc ça a l'air faux. Et bien, il faut aller chercher dans vos petits panels de fonctions de suite. Voilà, qu'il est bon d'avoir un peu en tête. Alors il y en a une qu'il est bon d'avoir en tête, bien sûr, c'est moins 1 puissance n, ça fournit souvent des contre-exemples, ça, moins 1 puissance n, une suite basique qui fournit des contre-exemples. Regardons là, moins 1 puissance n, est-ce qu'elle est bornée, elle, moins 1 puissance n? Ouais, bien sûr, elle est bornée. Elle est bornée, pourquoi? Parce que, ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'est une suite bornée. Est-ce qu'elle converge, moins 1 puissance n? Pas du tout, on sait bien, ça converge pas. Pourquoi? Ça ne converge pas, parce que ça n'a pas de limite, ça. Ça n'a pas de limite. Ça aussi, entre moins 1 et 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Ça contredirait l'unicité de la limite. On me dirait, ça a deux limites, moins 1 et 1. Pas du tout, une limite, quand ça existe, c'est unique. Ça, c'est dans votre cours, c'est une suite divergente, ça ne converge pas. Regardez, on a sur un plateau une suite qui est un contre-exemple de cette phrase-là. Cette affirmation est fausse. Pourquoi? Preuve en une ligne. Voilà. UN égale moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n est borné, mais moins 1 puissance n ne converge pas, ça diverge, donc cette affirmation est fausse. Contre-exemple. Et on écrit en contre-exemple. On a trouvé un contre-exemple. Donc je vous ai dit, petit panel de contre-exemple, c'est pas mal d'en avoir, bien sûr celle-là est ultra basique, et on verra, il y en a qui sont bien à avoir. Je sais pas, 1 sur n par exemple, c'est une suite à connaître qui peut fournir des contre-exemples, parce que c'est une suite qui est qui est décroissante, voilà, et elle est décroissante, mais elle ne tend pas vers l'infini. On verra justement dans la question 3. La question 3, c'est toute suite croissante tend vers plus l'infini. Toute suite croissante tend vers plus l'infini. Et vous dites, en fait, ce genre de phrase, si jamais je devais les prouver, ce serait quand même compliqué. Parce que si je dois les prouver, ça ressemble à des démonstrations de cours. Et franchement, une démonstration de cours, à un moment, ça a été à la mode il y a 10 ans, ça s'appelait les ROC, les restitutions organisées de connaissances. Personne n'y comprenait rien parmi les élèves, mais ils recopiaient un peu, ils apprenaient par cœur les démonstrations de cours, et puis voilà. Et là, c'est plus du tout un truc qui va revenir, les ROC, donc voilà. Donc tout de suite, croissante tend vers plus l'infini. Ça aussi, ça ressemble à un théorème de cours. Ouais. Et dans le théorème de cours, c'est tout de suite croissante et non majorée tend vers plus l'infini. Alors on ne peut pas le virer comme ça, le non majoré. Comme ça ressemble à un théorème de cours, mais que ça n'est pas précisément un, ça doit être certainement faux. Et oui. Et alors, même chose, si ça doit être faux, c'est qu'il va falloir le prouver, et que pour le prouver, un contre-exemple suffit. Qu'est-ce qu'on va prendre comme contre-exemple? On n'a pas vu des suites croissantes là juste avant? Non, parce qu'avec le moins 1 puissance n, ça changeait tout le temps de variation, donc malheureusement, on n'a pas ça à disposition. Donc je répète un petit panel de suites bien utile. Pensez à 1 sur n par exemple, et malheureusement 1 sur n n'est pas croissante. C'est dommage parce que ça tendait vers 0. Alors soyons malins. Moins 1 sur n. Autre suite qui peut être très utile, moins 1 sur n. Pourquoi? Parce que cette suite, moins 1 sur n, un égale moins 1 sur n, définie sur n et n étoile, eh bien cette suite, elle est croissante. Eh oui, 1 sur n est décroissante, moins 1 sur n, elle est croissante. Mais regardez, elle est croissante, mais elle tend vers quoi? C'est quoi la limite de moins 1 sur n? C'est 0. Voilà, c'est fini. On a une suite qui est un contre-exemple,
qui est celle-ci, un égale moins 1 sur n, qui est croissante, hein. Je rappelle encore la preuve, hein, un plus 1 moins un, on le calcule, on voit que c'est positif, et qui pourtant tend vers 0. Voilà. Vous pouvez trouver d'autres façons de faire. Suite croissante tend-elle toujours vers plus l'infini si on fait le rapprochement avec un autre théorème de cours hyper important, le théorème de convergence monotone, qui vous dit que toute suite croissante et majorée converge. Ben, il suffit de dire ça, je pense. Ça, c'est faux, parce que si je prends une suite croissante et majorée, elle ne peut pas tendre vers plus l'infini puisqu'elle converge. Alors idéalement, c'est bien de trouver un vrai exemple de suite croissante et majorée. Bon, celle-là, par exemple. Voilà. Mais même une un peu plus compliquée. Peut-être que dans votre sujet, vous aurez peut-être travaillé sur une suite croissante et majorée. Dans l'exercice 2 ou l'exercice 1, peut-être qu'il y avait une suite arithmético-géométrique avec justement toute une étude, on vous demandait de montrer qu'elle est croissante, qu'elle est majorée, je sais pas, hein, par exemple. Voilà. Donc bon, voilà, il y a celle-là, il y en a d'autres, ça qui peut venir souvent. Ça, c'est une suite croissante et majorée. Elle est majorée par 1, puis elle est croissante, bien sûr, donc ça nous fournit un autre contre-exemple. Donc voilà, hein, des petits contre-exemples à avoir en pelle, des moins 1 puissance n, des moins 1 puissance n sur n, des 1 sur n, des moins 1 sur n. Tout ça fournit joyeusement toute une petite liste de choses qui va vous permettre de prouver qu'une affirmation est fausse. Hein, parce que quand elle est vraie, il faut le prouver, pas par un exemple. Hein, voilà. Ok, et puis bon, il y avait une affirmation 4 qui n'a rien à voir avec, parce que c'est pas des suites, mais elle est intéressante quand même, donc je vous en parle. L'affirmation 4, c'était quoi? C'était une fonction. Voilà. F de x égale ln de x carré plus 2x plus 2. Voilà. Et puis l'affirmation, c'était f, elle est convexe sur moins 3, 1. Bon, je dirais que là, la démarche est totalement différente. Ok, c'est encore un vrai faux avec justification, mais de toute façon, on sait bien que ce soit faux ou vrai, il va falloir le prouver de la même manière en allant au bout, en travaillant sur la convexité, parce que là, regardez, on vous donne la fonction f. Ce n'est pas une généralité où il faudrait aller trouver un contre-exemple, là c'est autre chose. On vous donne une fonction et vous devez en fait répondre à la question est-ce qu'elle est convexe? Alors ça revient exactement à la question dans un sujet classique où il y a écrit étudier la convexité de f. Voilà, on sait qu'on va devoir faire ça. Hein. Alors là aussi, on peut s'aider un petit peu de la calculatrice, c'est-à-dire qu'on peut tracer cette courbe. Et puis si on se rappelle bien visuellement à quoi ça ressemble une fonction convexe, on peut aller voir si ça a l'air convexe ou plutôt concave. C'est-à-dire, je vous le rappelle, hein, quand on a une courbure comme ça et qu'on imagine les tangentes, voilà, là, la courbe, elle est en dessous des tangentes, hein, surtout cet intervalle. Donc là, on pourrait dire, elle semble concave, là, hein, à ma fonction. D'accord? Si c'est une courbe comme ça, on imagine les tangentes. Là, les tangentes sont en dessous, la courbe est au-dessus tout le temps. Donc là, ça, c'est une fonction qui est convexe, hein, sur l'intervalle qui est dessiné là. Hein. Mais là, de toute façon, il va falloir le prouver. Hein. Voilà. Hein. Encore une fois, ce n'est pas un contre-exemple parce que je travaille sur une fonction bien précise. Donc, ça veut dire que là, ce qu'il faut que je comprenne à travers cette question vrai-faux, c'est que je dois travailler sur la convexité, je dois étudier la convexité de f. J'ai une méthode pour ça, c'est la dérivée seconde. Eh oui, donc on se lance. Donc là, bon, je dirais que c'est technique et puis c'est pas très utile que j'aille au bout, mais c'est l'occasion de le faire un petit peu. Hein. Je dérive vite fait, j'oublie les hypothèses, les conditions, etc. Je dérive rapidement avec un u' sur u, donc ça me donne 2x plus 2 que je vais diviser par x carré plus 2x plus 2. Ça sert à trop à rien de factoriser ici, parce que de toute façon, on va devoir dériver une deuxième fois. Donc, dériver une deuxième fois, ça veut dire que on a du u sur v ici. Donc, si j'ai du u sur v, je sais que je pose proprement les choses. Hein, ça va me donner du u' v moins uv' sur v carré. Donc, u' v qui est là, moins uv' que je vais écrire ici uv'. Tiens, ça va être deux fois la même chose. Sur v carré, que je laisse écrit comme ça, parce que c'est pas très important d'écrire v, vu qu'il est au carré, je sais son signe, et je sais que de toute façon, quand j'ai f seconde, ce qu'il me faut, c'est le signe de f seconde, bref, ce carré ne m'intéresse pas tant que ça. Ok? Donc là, je vais avoir du 2x carré plus 4x plus 4, et puis là, je sais que je pourrais utiliser une identité remarquable, et attention aux parenthèses, avec la règle du moins parenthèse, ça va me donner moins 4x carré, là ici, moins 8x, et puis enfin,
moins 4, le tout divisé par v carré, et j'obtiens en haut un polynôme du second degré. Là, j'ai plus de x carré, là, j'obtiens moins 4x, et là, j'obtiens plus rien. Plus 4, moins 4. Ok, ouais, d'accord. Donc, mon expression, là, elle est plutôt sympa. Je pourrais factoriser par moins 2, d'ailleurs. Ça me ferait x carré moins 2, plus 2, pardon, que je divise par v carré. Voilà. Bon, après, voilà, l'étude de signes pourrait être technique. Peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas allés, qui ont fait des erreurs de calcul, pourquoi pas. Mais justement, l'intérêt de ces affirmations vraies et fausses, c'est que par rapport à un élève qui a répondu au hasard, que c'est pas du tout, puis qui peut avoir juste, ou alors un élève qui est très bon, mais qui a répondu pas au hasard du tout, mais qui malheureusement à un moment a eu une erreur de calcul dans un QCM sans justification, il aurait 0. C'est horrible, c'est vraiment horrible un QCM sans justification. Alors que là, quelqu'un qui connaît un petit peu ses méthodes et qui fait des erreurs de calcul, il aura plein de points, bien sûr. Alors il ne trouvera pas la bonne réponse peut-être, il dira que l'affirmation est vraie alors qu'elle est fausse, ou le contraire. Mais il aura eu toute une démarche, il saura dériver une deuxième fois. Alors ok, avec une petite erreur de calcul par-ci par-là, mais c'est pas grave. Bon, si on fait vraiment aucune erreur de calcul, qu'on est hyper rigoureux, on arrive à ici un truc négatif, ça c'est positif bien sûr, parce que c'est un carré auquel je rajoute 2, j'ai pas besoin de faire un delta, en bas c'est un carré, donc bref, tout ça c'est négatif. Si c'est négatif, sur moins 3, moins 1, d'ailleurs je crois qu'il y avait un intervalle un peu bizarre, moins 3, 1. Si la dérivée seconde est négative, eh bien sur un intervalle, ça veut dire que la fonction, elle est concave sur cet intervalle, donc l'affirmation était fausse, sauf erreur de calcul de ma part, j'ai pas envie de les vérifier. Mais en tout cas, moi, même si j'ai fait des erreurs de calcul, je sais que j'aurai un certain nombre de points aussi à cette question, peut-être 0,5 ou 0,75, plutôt 0,75 d'ailleurs. Parce que c'est pas le résultat qui est intéressant, c'est pas juste le fait que l'affirmation est vraie ou fausse, on n'en a rien à faire, c'est la démarche qui nous intéresse, nous, vos correcteurs. Okay, donc on est très content du retour de ces affirmations avec justification. Alors la dernière, je n'ai pas envie de la faire parce que c'est du Python et que oui, qu'elle serait très longue à écrire ici. Voilà, bon, là, il fallait vraiment essayer de comprendre l'algo. Et puis après, pas facile de justifier parce que pas facile d'expliquer un algo littéralement avec des phrases. Soit on se perd dans des explications qui prennent une demi-page, soit on essaie d'écrire une ligne et puis on ne sait pas trop si vous avez compris ou pas. Donc il faut essayer de trouver un compromis, d'essayer de nous faire comprendre que vous avez à peu près compris ce que fait l'algo. Donc là, dans la dernière question, c'était un algo en fait qui à une liste donnée, nous permettait de récupérer le max, le maximum de tous les termes de la liste. Voilà, tous les nombres de la liste. Ok, j'aimerais juste qu'on travaille sur l'autre affirmation vrai-faux avec justif qui est tombée centre étranger quelques jours avant, peut-être la veille même. Donc je vais l'écrire là, centre étranger, parce qu'il y en a eu aussi. C'est ça qui me fait dire peut-être quand même le retour de ces affirmations pour vous dès demain. C'était donc centre étranger 2023 et il s'agissait d'un vrai faux qui lui était sur 3 points parce qu'il n'y avait que 3 affirmations à tester. On partait d'une fonction, il est intéressant aussi lui dans sa structure. Voilà, on part d'une fonction et puis alors, malheureusement pour les élèves qui ont passé ce sujet, la fonction a été un peu casse-gueule parce que regardez, elle a une exponentielle de 3 qui fait toujours peur parce qu'on se dit mais c'est quoi ça, exponentielle de 3 ? Alors attention, si vous avez de l'exponentielle de 3 ou du ln de 6, c'est des constantes, c'est comme s'il y avait un 5. C'est juste que malheureusement, il y a une modélisation qui parle de bactéries et puis le modèle mathématique, il est avec des nombres qui ne sont pas forcément entiers, avec des nombres un peu tordus. Alors on se demande quand même, c'est un peu ridicule parce que franchement, une population de bactéries, les biologistes, pourquoi ils prendraient l'exponentielle de 3 ? Ils se mettraient un petit 20... Voilà, ça fait à peu près 20, suffisant. Mais bon, c'est un prétexte pour vous faire un peu, pour vous piéger un petit peu. Je ne sais pas si c'est très malin. Ça, en tout cas, ça modélise une population de bactéries en milliers d'entités. Voilà. Puis on vous dit que c'est sur 0 plus l'infini. Alors pourquoi ? Parce que t, c'est le temps. T, c'est le temps en heures. Donc évidemment, ça commence à 0. Voilà. Il y a un petit bip à 0, et puis à partir de t égale 0, ça y est, ça commence, mes bactéries, elles évoluent comment ? Elles évoluent comme ça, au cours du temps. Voilà, ça c'est leur nombre en milliers, c'est ça ? En milliers, voilà. Alors il y a une affirmation 1, voilà. Et là j'ai envie de dire, tiens, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si c'est vrai, on va le prouver, ok, mais si c'est faux, on va le prouver aussi, et pas avec un contre-exemple. Pourquoi ? Parce que on a une fonction donnée, c'est pas une généralité, c'est pas toute fonction f de dérivée négative est convexe. Non. Voilà, une vraie fonction bien fixe, ok. Donc on sait que pour chaque affirmation, finalement, on va devoir aller au bout et faire une preuve qui sera similaire, que ce soit vrai ou que ce soit faux, en fait. Regardez la question 1, l'affirmation 1, c'est « La population augmente en permanence ». La population
augmente en permanence. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il y a un contexte, il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans les affirmations vrai-faux comme ça, où il y a un contexte, l'idée, c'est de se ramener aux maths. C'est de se dire, dans le contexte, ils me disent des choses un peu tordues, et moi, je ne suis pas en biologie, là, je suis en maths. Donc, comment je me ramène aux maths? Je me ramène aux maths en essayant de trouver le lien entre les phrases qui sont écrites avec contexte et puis des maths pures. Quand on me dit ça augmente, moi, je pense à, en maths, ça veut dire quoi ça? Croissant. Voilà. Augmente, ça veut dire que, ah ouais, ça veut dire qu'on me demande en fait si f est croissante ou pas. Voilà comment je traduis un langage contexte en langage purement mathématique. On me demande en fait ici si f est croissante. Et là, j'ai une méthode pour ça. F croissante. Mais c'est les tableaux de variation de f qu'on me demande en fait, d'une manière un peu alternative. Et ben, je sais faire. Il faut que je dérive, et puis que je trouve les variations. Et puis j'aurai un tableau de variation, et je verrai bien si c'est croissant, ou décroissant, ou bien si ça change de variation. Allons-y. On va dériver ça. Ok? D'accord? Donc on le dérive proprement, voilà, on dit que f est dérivable par composition, etc. Puis on va le dériver, f', alors c'est de la forme constante moins exponentielle de u. Donc la constante va s'annuler, et puis comme j'ai un moins, attention, parce que j'ai un moins, donc il faut que je laisse un moins u' exponentielle de u étant ici, moins 0,5 fois 2t, c'est-à-dire moins t, ah oui, moins t, et puis ici j'ai 1 plus 1 exponentielle de moins 0,5t carré plus t plus 2, voilà ma dérivée. Ce moins qui est un peu embêtant, Alors attention, pareil, ça peut être technique, on peut faire des erreurs, on peut se dire ouais mais je vais le développer ici, puis aussi ici, non attention, on priorise ici, voilà, et puis on va changer le signe à l'intérieur de la parenthèse, donc ça va nous donner t-1, facteur d'une certaine exponentielle, que j'ai envie d'appeler exponentielle de u, parce que j'ai un peu la flemme de l'appeler autrement. On va donner l'intervalle 0 plus l'infini, on a la dérivée, d'accord, tableau. La dérivée est composée de deux facteurs, un qui est une petite fonction affine et l'autre qui est une exponentielle, d'accord. Les fonctions affines, je les maîtrise bien. Racine, t égale 1, ça s'annule. Coefficient directeur positif, droite qui monte, donc moins 0 plus. Et l'exponentielle est toujours positive. Bref, ça me donne une dérivée f' qui fait ça, moins 0 plus. Ah, j'ai plus de place pour mes variations. Alors je vais effacer tout ce que j'ai fait, voilà, et puis je vais remettre le petit bout de tableau avec juste une seule ligne, f', moins 0 plus, ça me donne une fonction f qui est décroissante, puis croissante. Là j'ai 1, là j'ai 0, là j'ai plus l'infini. Je relis mon affirmation, la population de bactéries augmente en permanence. Traduit en maths, la fonction f est croissante. Ah bah non, la fonction f est croissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, pas sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ma population de bactéries, elle n'augmente pas en permanence. Regardez, au début elle diminue, puis elle augmente. Donc l'affirmation est fausse. Et vous avez vu que j'ai dû aller jusqu'au tableau de variation. Ok? Donc je récapitule. Traduction de l'énoncé contexte en mathématiques. On se dit comment je fais d'un point de vue mathématique pour prouver ce que j'ai envie de prouver, que ce soit juste ou faux. Puis je vais au bout, et puis je conclue par rapport à l'affirmation que j'ai eue. Ok? Affirmation 2. À long terme, la population dépasse 21 000 bactéries. Affirmation 2. Affirmation 2. À long terme, ou à très long terme, je crois qu'il y a. La population dépasse 21 000 bactéries. Pareil, exactement la même chose. J'ai ici un langage contexte. J'ai l'impression d'être en biologie bactérienne. Bactériologie, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, je fais des maths. Bah oui, je suis en bac de maths. Donc, c'est un prétexte pour me faire des maths appliquées. Mais il faut que je traduise ça en langage mathématique. Ce que ça veut dire à long terme. Long terme, en maths, long terme, c'est quand t est grand. Grand comment ? J'en sais rien, moi. Long terme, ça veut dire long terme, ça veut dire quand t est vraiment très grand, très très grand. Dans le cadre d'une modélisation, à long terme ou à très long terme, c'est quand t tend vers plus l'infini. Pour une suite, quand n tend vers plus l'infini. Donc il y a la notion de limite qui est cachée là-dedans. Voilà ce qu'on va vous faire. On va vous faire calculer la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini.
Si elle existe. On espère qu'elle existe. Voilà, sauf que c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que si on veut vraiment être rigoureux, la limite ça suffit pas, parce qu'on se dit à long terme c'est quand t tend vers plus l'infini, mais imaginez cette limite elle est atteinte, enfin voilà, il y a une limite, mais pour l'atteindre la fonction fait des trucs incroyables, elle descend, elle dépasse largement les 21 000, puis elle redescend, elle remonte, et puis à la fin oui elle se stabilise, j'en sais rien, à 18 000. Est-ce qu'on va dire qu'à long terme elle dépasse 21 000? Bah oui, parce qu'à un moment elle a dépassé, alors. C'est embêtant, donc il n'y a pas que la notion de limite, il y a aussi la notion de variation, mais heureusement, regardez, on avait fait le tableau avant. Donc il y a la notion de limite plus la notion de variation avec le fait qu'à partir de 1, ici, eh bien c'était tout le temps strictement croissant. Ce qui veut dire que ce qui va m'intéresser, c'est la limite, ce qui est là. Il faudra que je dise aussi quand même que la fonction est strictement croissante pour conclure correctement. Ok? On n'oubliera pas ce petit volet-là. Hein. Mais si vous faisiez que la limite, c'est déjà pas mal, à mon avis, vous avez tous les points. Hein. Ok? Allez, la limite de f de t. Et on va voir si ça dépasse 21, parce que rappelez-vous, c'est en milliers. Donc il faut que je calcule la limite de ça. Hein, voilà. Alors la limite de ça, rappelez-vous, hein, calcul de limite, on fait ça au brouillon tranquillement et puis après on rédigera. Voilà. Moi je réécris ma fonction et je fais tendre t vers plus l'infini et je me demande ce qui va se passer. Alors je repère mes t, là j'ai un t, là j'ai un t. Ok. Ça c'est un polynôme. Hein. Un polynôme du second degré avec un petit a qui est négatif. Donc je la connais la limite en plus l'infini. Petit a négatif. Parabole qui ne sourit pas. Limite en plus l'infini. Moins l'infini. Toujours. Pour un polynôme du second degré. Hein, d'accord? De toute façon, c'est le terme de plus haut degré qui va nous donner la limite. Hein, pour un polynôme tout court. Donc là, le polynôme, le monôme de plus haut degré, c'est celui-ci. Je sais que ça tend vers moins l'infini. Donc la totalité du polynôme va tendre vers moins l'infini. Voilà. Et ensuite, j'ai une composition à faire. Je compose par exponentielle. Exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini. Eh bien, ça va tendre vers 0. Donc ça tend vers 0. Je passe la rédaction. Ok? Ok, bon, très bien. Exponentielle de 3, ça tend vers exponentielle de 3. C'est une constante. Donc, par somme, ma limite, c'est exponentielle de 3 moins 0, c'est-à-dire exponentielle de 3. Oh là là, c'est pas très parlant, exponentielle de 3. Calculatrice, valeur approchée. Ça fait à peu près 20. 20,1. Alors, conclusion. Je mets cette valeur dans mon tableau. Voilà, exponentielle de 3. J'écris qu'exponentielle de 3, c'est à peu près 20. Alors, est-ce que ma population va dépasser 21 000 bactéries à long terme? Non. Parce que exponentielle de 3, c'est inférieur à 21. Et que ma fonction est strictement croissante. Donc, elle ne va jamais dépasser. Okay, voilà, c'est ces deux choses-là. Fonction strictement croissante sur 1 plus l'infini. Et puis calcul de exponentielle de 3 en valeur approchée qui fait à peu près 20. Ah, mais tiens, et là, par contre, ouais, ça pourrait dépasser 21 ici. Ouais, mais là, c'est pas à long terme. Là, franchement, entre 0 et 1, entre 0 et 1 heure, il n'y a même pas besoin d'en parler. Mathématiquement, ça serait bien, parce que je pourrais pas dire, par exemple, là, ici, conclure, dire que f est tout le temps inférieur à exponentielle de 3. Il faudrait quand même que je calcule ça. Mais d'un point de vue du contexte, quand on me dit affirmation à long terme, ça se passe loin là-bas. Hein. Pas de problème. Ok. Dernière question. Je crois que j'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Affirmation numéro 3. L'affirmation numéro 3, c'était quoi? C'était le fait que la population de bactéries aura un effectif de 10 000 unités ou entités à 2 reprises au cours du temps. Alors là, pareil, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Je dois faire le lien avec les maths. Un effectif de 10 000 atteint à 2 reprises. L'effectif, c'est f de t. F de t égale 10 000. Atteint 2 fois. Est-ce que ça vous fait penser au TVI? Moi, ça me fait penser au TVI. Enfin, moi, ça me fait penser à une équation qui aurait 2 solutions. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un réflexe pour tout le monde, mais moi, j'ai envie de dire, ok, ça veut dire que cette équation, pardon, pas 10 000, mais 10, pourquoi? Parce que c'est en milliers, que cette équation a 2 solutions. Alors, l'équation, je pourrais essayer de l'écrire. Hein. J'écris ça égale 10, et j'essaie de la résoudre. Honnêtement, ça peut se résoudre. Ça peut se résoudre, pourquoi? Parce que voilà, il y aura un truc à faire avec le ln, etc. On pourrait le faire. Mais regardez, vous avez fait un tableau de variation juste avant. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire franchement? Un petit TVI, tranquillement. Voilà. Hein, on n'a qu'à calculer exponentielle f de 0 et f de 1. Hein, la limite en plus l'infini, on l'a déjà, c'est exponentielle de 3, c'était à peu près égal à 20. Voilà. F de 0, ça se calcule, f de 1, ça se calcule. Alors j'ai les valeurs approchées, là c'était à peu près 12,7.
Il faut remplacer t par 0. Hein. Et puis là, c'était à peu près combien 7,9 ici. Voilà, c'est des valeurs approchées. On va pas vous embêter si vous ne mettez pas les petits symboles ici. Voilà. Puis f de t égale 10, regardez, on a un joli TVI. Et là, on se ramène vraiment à un truc de cours pur, un truc très méthodique de cette année. Ben, il y avait un contexte au début. Donc il faut vraiment, je vous dis, faire le lien entre ce que vous voyez en contexte et puis les connaissances que vous devez avoir d'un point de vue un peu théorique. Là, à un moment, ça va passer par 10. Là, ça va passer par 10. Ok, je reconnais mon TVI. Je l'écris proprement, mon TVI. Hein. Je le fais 2 fois et je l'écris proprement. Et j'en déduis qu'il y a 2 solutions. Ouais, sur R+. Hein. Ce qui veut dire qu'il y a bien un effectif de 10 000 bactéries qui sera atteint à 2 reprises. On s'arrête là. Hein. Bien sûr, on ne peut pas faire tous les exemples possibles. Regardez aussi dans les sujets... Avant 2019, il y avait des affirmations vraies-faux, alors faites attention en même temps parce qu'il y avait des choses qui maintenant sont plus au programme, mais pour voir un peu la tête de ce que vous pouvez avoir comme type d'affirmation. Et bon courage à tous.